Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au virus apparu en Chine. Le bilan s'est alourdi, 17 morts et 444 malades. La transmission d'homme à homme est avérée. Un marché de poissons de la ville de Wuhan dans le sud-ouest de la Chine serait le foyer de l'épidémie. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Taïwan, l'Australie et les États-Unis ont annoncé un premier cas de maladie. L'OMS s'est réunie à Genève pour déterminer s'il y a urgence de santé publique de portée internationale. Alors que sait-on sur ce virus? À quelle vitesse se propage-t-il? Peut-on finalement redouter une épidémie comme celle du SRAS? On en débat ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Heun. Vous êtes directeur médical de l'Institut Pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Henri Julien est également avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Président de la Société française de médecine de catastrophe. Également Dorian Malovic. Bonsoir. Bienvenue. Chef du service Asie au journal La Croix. Et Christophe Rapp. Bonsoir. Infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine de voyage. Bruno Heun, je me tourne d'abord vers vous. Que sait-on de ce virus? Alors, c'est un coronavirus. Les coronavirus sont connus depuis longtemps. Il y a une petite demi-douzaine de coronavirus qui peuvent infecter l'homme. Certains sont responsables d'infections saisonnières banales, des rhumes, des bronchites. Certains peuvent donner des infections plus graves, appartiennent au groupe des coronavirus, le virus du SARS, le virus du MERS, apparu... Donc ce virus-là serait proche de celui du SRAS, véritablement? Alors, quand on compare ce qu'on appelle les séquences génomiques du virus, le virus actuel de Wuhan est effectivement assez proche, mais c'est une proximité qui est relative. Il est beaucoup plus proche d'un virus qu'on a identifié chez des chauves-souris. Et donc, ça permet de renforcer l'hypothèse qu'il s'agit d'un virus d'origine animale, arrivé à l'homme, probablement, effectivement, sur ce fameux marché aux poissons, même si les poissons n'y sont pour rien. Les poissons, ils sont pour rien. Qui est pour quelque chose? Alors, un autre type d'animal? Oui, il s'agit on l'appelle marché aux poissons, mais il s'y vend et il y circule beaucoup d'autres animaux vivants ou morts. Il serait assez peu probable que des poissons aient pu être infectés par des chauves-souris. Donc c'est probablement un autre animal qui n'a pas été plutôt un identifié mammifère, encore. Oui. Si on se réfère au SRAS et au MERS, plutôt un mammifère, oui. La transmission d'homme à homme est avérée? Oui. Comment en être sûr? Alors, d'abord, on a eu les premiers indices qui étaient l'apparition de ce qu'on appelle des agrégats familiaux. Il y a plusieurs cas groupés dans une même famille et tous les membres de cette famille n'avaient pas fréquenté ce fameux marché. Et puis surtout, plus récemment et de façon plus indiscutable, il y a le fait qu'il y a eu une quinzaine de cas apparus chez des personnels soignants s'étant occupés des premiers malades à l'hôpital de Wuhan. Christophe Rapp, est-ce que c'est un virus qui est aussi en train de muter et donc qui pourrait se propager plus facilement? Alors c'est une des questions posées par cette nouvelle épidémie. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Il est possible effectivement que des mutations entraînent une diffusion plus rapide, mais bon, c'est quand même pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est surtout la possibilité de diffusion rapide liée à la mondialisation, à la globalisation, au fait qu'en avion, on est très rapidement dans d'autres pays, et c'est ce qui est illustré par tous ces cas que l'on décompte heure en heure et qui vont bientôt atteindre l'Europe probablement. Donc on risque une pandémie mondiale, un peu comme celle du SRAS? Alors une pandémie au sens de la définition, qui est une épidémie sur les 5 continents, oui, du fait de la mondialisation. Donc une pandémie, mais au sens géographique, il faut, attention, rester très prudent sur la gravité. Pour l'instant, il y a quand même une létalité qui est faible. Le SRAS avait fait quand même environ 800 morts. Là, 800 morts à l'époque, entre 2002 et 2003. Sur 8000 cas, à peu près dans le monde, 8100 cas décrits à l'époque en 2013. C'est donc moins important. Rappelons qu'on est en épidémie de grippe en France et que cette année, la grippe va certainement tuer beaucoup plus de patients de la grippe saisonnière que de ce nouveau virus. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de cas en Europe. Pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de cas en Europe. Donc le dernier cas, c'est l'américain à Seattle, c'est celui-là? Alors, c'est un des plus récents. Je crois qu'il y a un Australien qui est en isolement et on attend les résultats. Je ne sais pas si c'était infirmé. Mais on va avoir d'heure en heure, forcément, la carte va s'élargir telle cela a été en 2013. C'est le fait que les gens prennent l'avion en étant en incubation. Il faut parler aussi de l'incubation de la maladie. Alors l'incubation, c'est combien de temps? Parce que le SRAS, c'était quoi? Une semaine à peu près? Un peu plus? Alors, on est parti sur le même rythme, sur la même durée. On dit entre 4 et 7 jours. Et il y a une barrière de sécurité qui est de 14 jours
par prudence, mais ça mérite d'être déterminé. Il est un peu tôt pour les scientifiques pour connaître réellement la durée d'incubation. Henri Julien, à quelle vitesse le virus se propage-t-il? Vous qui êtes justement président de la Société française de médecine de catastrophe, j'apprends d'ailleurs que ça existe, la Société de médecine de la catastrophe. Oui. Donc c'est une catastrophe tout de même ce qui se passe ce soir, enfin depuis une semaine, depuis quelques jours. Ça peut l'être, mais cependant, on a quand même eu quelques expériences, je dirais, du même type. En 2003 avec le SRAS, ensuite avec le MERS-CoV quand même, hein. Et puis la fausse épidémie de grippe, où la France s'est quand même beaucoup préparée à une pandémie grippale sévère, alors qu'elle n'a pas été Alors qu'elle n'a pas été touchée de cette manière-là. Mais on a quand même une expérience, si je puis dire, à la fois de la diffusion avec les deux coronavirus. Ça veut dire, pardon, on tire les leçons de ce qui a pu se passer à l'époque du SRAS aujourd'hui? Certainement. De quelle manière? Et alors, au plan technique, déjà, comment se protéger, comment donner quelques consignes à la population pour qu'ils se protègent. On sait quand même aujourd'hui comment faire. Et puis ensuite, au plan technique, parce qu'il y a des matériels, il y a des installations. Est-ce que le masque sert à quelque chose? Alors, le masque, c'est intéressant, le masque. Parce que le masque, il est intéressant à l'émission. Là où il est le plus intéressant, il est à l'émission. C'est là qu'il est le plus efficace. C'est-à-dire que les gens qui toussent, les gens qui peuvent projeter des postillons et qui contiennent évidemment un petit peu de virus et qui sont contaminants, c'est le port aux gens qui sont malades, par les gens qui sont malades, qui est le plus efficace. Néanmoins, ceux qui sont exposés aux postillons, ceux qui sont exposés au virus, eh bien, à ce moment-là, ça les protège aussi. Ça protège aussi les voies aériennes. Donc, c'est utile de le porter. On sait que, oui, on sait aussi qu'il y a une transmission, parce que les postillons peuvent se poser sur les mains, et on sait, particulièrement avec le SRAS, ça a eu une démonstration magnifique, et donc que les mesures d'hygiène habituelles, c'est-à-dire de se laver les mains, souvent, avec du savon d'ailleurs, on peut prendre des produits hydroalcooliques, mais le savon marche très bien. Et donc, se méfier. Et puis, avoir quelques politesses de malade. Voilà, les comportements de politesse. C'est-à-dire, on ne se fait pas la bise? C'est-à-dire, alors non, mais j'éternue. J'essaye de limiter les postillons. Si j'ai pas le temps de sortir mon mouchoir, voilà. Si je tousse, la même chose. Et puis si je suis malade vraiment et que je vais en collectivité, eh bien, je mets un masque parce qu'à ce moment-là, moi, je suis contagieux et je peux transmettre la contagion. Dorian Malovic, le Nouvel An chinois, c'est très bientôt, hein, c'est le 25 janvier. Alors évidemment, ça inquiète toute cette population chinoise qui ne fait plus confiance aux autorités chinoises parce qu'on se souvient qu'au moment du SRAS, eh bien, la Chine et les gouverneurs, les autorités chinoises avaient minimisé ce virus, voire caché même qu'il existait. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les autorités chinoises, est-ce qu'elles sont en train de prendre les bonnes mesures pour limiter le virus? Alors, d'abord, ça fait longtemps que la population chinoise ne fait pas vraiment confiance à son gouvernement dans ce genre de situation en particulier. À l'époque, le SRAS, je vous rappelle, c'est que pendant 6 mois, personne n'a rien su. Mais parce qu'en fait, il cachait. Dans le monde entier, rien n'est sorti de la Chine. Il y a eu un foyer qui est parti d'un marché aux animaux sauvages de Canton, au sud de la Chine, où, de la même façon qu'à Wuhan, vous avez des rats, des serpents, des chauves-souris, des rongeurs, des volailles de toutes sortes qui sont vendus illégalement. Depuis le temps, ça devrait être interdit, ça l'est officiellement, mais tout continue. Et dans chaque ville, vous avez ce genre de marché. À l'époque, c'est parti de Canton. Un médecin de Canton est allé à Hong Kong. Et là, il est tombé malade, il a contaminé plein d'étrangers. Et c'est là où il y a eu 300 morts à Hong Kong, un aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Et là, la Chine a... Parce qu'à Hong Kong, donc, ça s'est révélé la Chine. Donc, elle a attendu trop longtemps. Alors, à l'époque, évidemment, là, on était sur des mois d'attente et ça a été énorme. Il faut reconnaître que cette fois-ci, le 31 décembre, officiellement, ils informent l'OMS. Et ils sont, je ne suis pas la spécialiste, mais je pense que s'ils informent le 31, c'est qu'ils ont déjà quand même de forts soupçons depuis quelques semaines sur Wuhan. Donc une stratégie différente, là, ils communiquent. Ils ont communiqué, ils ont été plus transparents, mais je pense qu'ils ont minimisé énormément l'ampleur de la chose. Wuhan, c'est 12 millions d'habitants, c'est 8000 km², c'est au centre de la Chine. C'est un carrefour
ferroviaire et aérien. C'est-à-dire que depuis le mois de décembre, les gens ont continué. Les vraies mesures qui ont été prises n'ont commencé que dimanche. C'est-à-dire, Et ils il y a demandent 3 justement de ne jours. pas venir pour le Nouvel An chinois dans la ville. Enfin, ça c'est hier par le maire de la ville. Vous ne pouvez pas contrôler une ville de 11 millions d'habitants en disant ne venez pas, ne sortez pas. Alors il y a des contrôles maintenant, évidemment, mais les gens subitement ont appris il y a 3 jours par le président chinois qui en fait en prenant la parole publiquement, politiquement, il a donné le feu vert à tout le monde pour dire maintenant on peut en parler et il faut le faire savoir. Et du coup vous avez eu 20 villes où des cas, des suspicions de cas se sont révélés. Ils sont en train de vérifier. Et Donc, quel type voilà. de mesures sont-ils en train de prendre justement Là, en à Chine? Wuhan, par exemple, ce qui est étonnant, c'est que là, on voit des images de masques. Écoutez, il y a plus de masques dans les pharmacies, dans les magasins. C'est-à-dire que vous êtes dans une ville comme ça, hop, on vous dit vous protégez, donc tout le monde va acheter des masques. Mais ça, c'est à Wuhan. À Shanghai, évidemment, ça y est, ça commence. Mais dans d'autres villes, les gens ne se sont pas mis à tous à acheter des masques. Tout le monde n'est pas protégé, en fait. En réalité, ils disent ne sortez pas de Wuhan. Mais vous avez le nouvel an lunaire, comme vous dites. C'est des centaines de millions de Chinois qui prennent le train, l'avion, en Chine et à l'étranger. Bruno Rehn, ça veut dire qu'il va se répandre très vite, ce virus, vu les conditions, vu le Nouvel An chinois qui arrive. En Chine, c'est sûr. La situation en Chine ne peut plus être maîtrisée. Donc là, la diffusion sur l'ensemble du territoire chinois est certaine. C'est une chronique d'une diffusion annoncée, oui. Alors, chronique d'une diffusion annoncée, ça veut dire on évite les morts tout de même dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais à partir du moment où il n'est pas possible d'empêcher, et c'est d'ailleurs peu efficace, et où on a surtout décidé de ne pas empêcher la circulation des personnes, les virus, ils circulent avec ces personnes. Et donc, et comme maintenant on sait qu'il y a une transmission interhumaine, il y aura des transmissions interhumaines partout où le virus aura diffusé avec les personnes qui auront voyagé. Donc, que devrait-il faire justement en Chine? Créer des espèces d'espaces de mise en quarantaine, par exemple? J'ai vu qu'il faisait ça à Hong Kong. Oui, mais je pense que là, pour la Chine, c'est probablement déjà trop tard. Par contre, ce sont des mesures qui sont utiles dans les pays qui ne sont pas pour le moment concernés et qui doivent être mises en place autour des suspicions de cas chez des voyageurs qui rentrent de Wuhan et probablement de Chine, où il faut, lorsqu'apparaissent des signes cliniques évocateurs de pneumonie, mettre en place des mesures effectivement d'isolement à la maison ou à l'hôpital. Henri Julien, justement, tous ces voyageurs donc, qui vont en Chine, mais qui vont sortir de Chine, comment éviter qu'ils puissent contaminer à peu près tout le monde? Est-ce qu'il faut des mesures très précises? Alors, j'ai vu qu'en France, on ne prenait pas la température à l'arrivée, par exemple, aux aéroports. On le fait aux États-Unis. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Si vous prenez la température à l'arrivée, c'est un peu tard. Il faut prendre la température au départ pour empêcher les gens. Donc en Chine. Et en plus, donc en Chine, où ils partent. Et ensuite, dans l'avion, c'est quand même un espace clos. Donc, c'est pas non plus. Donc, si on prend cette mesure-là, ce qu'on peut dire quand même pour la population française et pour les cas qui pourraient arriver en France, c'est que si on se sent malade, eh bien, on ne va pas à l'hôpital. Les consignes, là, sont très, très claires et qui ont été rappelées par la Direction générale de la santé. Et par Agnès Buzyn également. C'est-à-dire que, oui, on téléphone au centre 15 et le centre 15 envoie une équipe jusqu'à domicile et on reste le plus longtemps possible à son domicile, voilà. Ni chez son médecin. En limitant les contacts. Oui, on essaye de rester sur place et de faire venir le SAMU jusqu'à domicile pour pouvoir faire un diagnostic. Christophe Rabe, est-ce qu'on peut justement tirer les leçons du SRAS sur la manière dont finalement on a fini par éradiquer ce virus, même si ça a pris du temps? Alors en France, on a tiré les leçons parce qu'on a de nombreux plans de riposte à ces viroses émergentes. On a quelque chose de très structuré qui s'articule effectivement autour du centre 15. Le principe en France, c'est dépister le premier cas pour l'isoler, protéger les soignants, confirmer le diagnostic. Ça peut éviter la diffusion sur le territoire. Mais comme l'a dit Bruno Rehn, effectivement, encore une fois que la circulation du virus, notamment la transmission aérienne, est trop importante, on pourra plus rien faire. Mais nous, là, on est sur une stratégie de dépistage. On a un aéroport à Roissy qui accueille ces Chinois. Si ensuite on les surveille et qu'au moment où ils ont de la fièvre et des symptômes respiratoires, ils appellent le centre 15 et ils sont mis dans des centres référents qui sont des services de maladies infectieuses spécialisés qui ont les capacités à la fois de prise en charge et diagnostic, qui sont isolés, on va quand même freiner la propagation du virus. C'est la stratégie française. Elle est bien en place. Les professionnels de santé ont été
très informés. C'est des choses qui sont régulièrement enseignées aux médecins et à la fois en formation initiale et continue. C'est quelque chose qui est bien rodé. Bruno, et les Américains, alors, est-ce qu'ils ont mis en place un ensemble de mesures? Parce qu'effectivement, la Californie est très proche de l'Asie, donc ce n'est pas étonnant que le premier cas soit apparu près de Seattle. Oui. Ils ont mis en place des mesures justement pour éviter cette propagation aux États-Unis? Oui, qui sont pour une bonne partie comparables aux nôtres, très proches. Je crois que pour certains aéroports, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les aéroports, ils aient effectivement proposé des mesures de caméras thermiques. Le problème de la caméra thermique, c'est qu'elle est d'une efficacité assez limitée. Caméra thermique, c'est-à-dire en fait c'est ce qui a été mis en place en Thaïlande. C'est comme ça qu'ils ont détecté leurs premiers cas. Les passagers qui débarquent de l'avion passent devant une caméra infrarouge, ou je ne sais pas si c'est infrarouge, qui mesure à distance la température corporelle du passager. Et les gens qui ont une température mesurée supérieure à la normale sont arrêtés, interrogés, examinés et éventuellement mis en isolement. Le problème, c'est qu'il suffit de prendre un peu de paracétamol pour n'avoir plus de fièvre. Et que ça n'empêche pas de laisser passer les gens qui sont porteurs du virus, mais encore au stade de l'incubation. On les voyait justement à l'image, ces caméras thermiques dont vous parlez. Quelle serait la mesure la plus efficace? Là, on attend l'organisation, l'OMS s'est réunie à Genève. Ils vont pouvoir ou pas donner une sorte d'urgence autour de ce virus Qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors, la notion d'urgence de portée internationale, là, c'est une notion qui vient du règlement sanitaire national et qui permet de donner des moyens structurels aux différents pays et qui permet à l'OMS de surveiller et de coordonner tout ça. Donc là, les critères sont remplis. Il y a, au moment où nous parlons, une réunion à l'OMS pour décider de l'attribution ou non de ces critères. Mais il faut bien dire qu'on est devant une virose émergente brutale, soudaine, sans traitement, sans vaccin, qui a dépassé les frontières de la Chine et qui intéresse le monde entier. Donc les critères théoriques sont réunis. Pour aller plus loin dans la question que vous posiez, oui, c'est une urgence de portée de santé internationale sans doute. Quelles mesures appliquer? Ce n'est pas une seule mesure, c'est la conjonction des différentes mesures qui vont donner des résultats dans la riposte. Donc la première mesure, c'est la surveillance épidémiologique dans tous les pays du même niveau, surveillée par l'OMS. La deuxième mesure, c'est des principes de prise en charge communs dans tous les pays. C'est ça qui, sur quelques mois, va porter les fruits. Donc la coordination, finalement, est extrêmement importante. On se retrouve après une courte pause. Vous restez avec nous. On peut parler aussi de l'importance de faire... Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au virus chinois. Peut-on redouter une épidémie comme celle du SRAS? L'OMS est en ce moment réunie à Genève. Je suis toujours en compagnie de Bruno Heun, directeur médical de l'Institut Pasteur, d'Henri Julien, président de la Société française de médecine de catastrophe, d'Orion Malovic, chef du service Asie du journal La Croix, et Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine de voyage. Alors on parlait justement de qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger en ce moment. Bruno Heun, tout d'abord, les autorités chinoises ont-elles justement divulgué ce qu'était ce virus aux autres pays pour justement mieux le détecter? Oui, ça je crois qu'on peut leur rendre hommage à ce sujet. Ils ont publié, comme on dit, la séquence du virus, c'est-à-dire toute la composition du génome du virus, ce qui permet ensuite à tous les laboratoires qui en ont les moyens techniques de mettre au point des tests permettant le diagnostic spécifique de ce virus. C'est ce qui est fait dans beaucoup de pays. En France, ça se fait précisément à l'Institut Pasteur, au Centre national de référence des virus responsables d'infections virales respiratoires. Et ça, c'est la première étape importante. Oui, parce qu'il est indispensable pour tous les cas qui sont suspects d'être infectés par ce virus qu'on puisse dire pour chacun d'eux, c'est le virus ou ce n'est pas le virus. On rappelle, Christophe Rapp le disait juste avant, qu'on est en période hivernale. De grippe, nombreux virus qui circulent, la grippe, mais d'autres virus encore. Et puis ça peut aussi être des bactéries. Donc il est indispensable, devant toute situation de pneumonie d'allure infectieuse, chez des voyageurs qui reviennent de Chine, de pouvoir dire c'est ou ce n'est pas ce virus qui est responsable. Est-ce qu'aujourd'hui on l'a totalement défini, ce virus? Est-ce qu'il porte un nom? Est-ce qu'on sait exactement qui il est? Alors oui, on connaît sa séquence génétique, ça suffit à dire qui il est. Il porte un nom probablement encore provisoire, qui est 2019 nCoV.
Voilà son nom. Pour coronavirus. Et on sait de quel virus, de quel coronavirus il est le plus proche génétiquement. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un virus qui circule chez les chauves-souris et qui permet de penser que c'est bien un virus d'origine animale qui vient tout récemment de s'adapter à l'homme. Mais là aussi, grâce à la publication de cette séquence virale, on a pu, par comparaison avec d'autres virus de la même famille, montrer que le dernier ancêtre commun avant diversification date de fin décembre 2019, fin 2019. Donc, ce qui permet de penser que ça ne fait pas des mois que le virus circule dans l'espèce humaine, qu'il ne vient de s'y installer dans l'espèce humaine que très récemment. Très récemment. S'il y avait une mesure qu'il faut prendre pour se protéger? Quand on est quoi? Quand on est un voyageur, par exemple, quand on est aujourd'hui, quand on est un voyageur, il n'y a rien de spécial à faire. Quand on est un voyageur, qu'on revient de Chine et en particulier de Wuhan, eh bien, il faut avoir conscience qu'on peut développer la maladie jusqu'à 14 jours après le retour. Et dans ce cas-là, si les signes cliniques arrivent, comme on l'a déjà dit, appelez le centre 15. Quand on est un voyageur qui veut aller en Chine, il y a toute une liste de recommandations qui sont publiées sur les sites que consultent les voyageurs, le site du ministère des Affaires étrangères, les sites de conseils aux voyageurs. Mais pour l'instant, on n'interdit pas d'aller en Chine. Il n'y a pas même de recommandation inverse, n'allez pas en Chine. Ça, c'est l'OMS qui décide. C'est l'OMS qui décide. Pour l'instant, elle a statué en disant qu'il n'y a pas de restriction de voyage pour la Chine. Jusqu'à ce soir, il n'y a pas de restriction. Quel est le seuil à partir duquel l'OMS pourrait dire il ne faut plus aller en Chine? Ça, c'est très politique, ça dépend des flux économiques. Je crois que nous, là, en tant que spécialistes de médecine des voyages, on peut recommander quand même aux gens qui n'ont pas de voyage très important à réaliser dans des grandes capitales de type Chine, Hong Kong, Asie du Sud-Est, d'éviter un petit peu cette région en ce moment, surtout s'ils ont un terrain à risque. Si c'est des gens qui sont déjà malades, qui sont immunodéprimés, qui sont un peu âgés, il paraît quand même prudent d'éviter ce type de situation. Pourquoi? Bien entendu, pour les voyageurs professionnels, les expatriés, là, c'est d'autres recommandations de type lavage des mains, éviter les marchés d'animaux qui sont malheureusement très fréquents en Chine, éviter la consommation de viande crue aussi, parce que ça peut être un réservoir de virus important, se laver les mains, et puis éviter les contacts avec les hôpitaux ou les structures de soins dans ces pays épicentres de l'épidémie. Dorian Malovic, pour revenir justement sur la stratégie chinoise, on a vu que les Hongkongais étaient particulièrement inquiets, on le voit un peu partout, parce que justement, ils avaient vraiment été victimes du SRAS en 2003. Est-ce qu'aujourd'hui, Hong Kong se prépare particulièrement à l'arrivée de ce virus? Et également Taïwan, j'ai vu que Taïwan déplorait par exemple de ne pas appartenir à l'OMS et sous pression de la Chine d'ailleurs. Là, il y a deux sujets. Donc Hong Kong, évidemment, probablement le territoire le mieux préparé. Ils en ont payé le prix avec près de 300 morts quand même, sur 7 millions d'habitants. Du SRAS à l'époque? SRAS en 2003. Et d'ailleurs, je vous ai dit, à partir de Hong Kong que ça s'est déployé. Et là, ils sont prêts. D'ailleurs, à Hong Kong, de toute façon, chaque fois que j'y vais, il y a des caméras thermiques déjà. Depuis des années. Et en Asie en général, avec les fièvres africaines et autres virus étrangers, tous ces aéroports sont équipés et on a des avertissements à bord de l'avion, en arrivant, si vous venez de tel pays, etc. Donc là, Hong Kong est prêt. Ils ont même... Alors, il y a un cas avéré et de quelqu'un qui venait en train de Wuhan, justement, avec sa famille. Lui a été mis de côté dans un hôpital, mais les 4 autres personnes ont pu reprendre l'avion pour la Malaisie, par exemple. Ça. Mais ils sont prêts, ils ont une sorte de centre à l'écart qui est prêt à accueillir des gens s'il faut les mettre en quarantaine. Donc ils ont vraiment tiré les leçons du SRAS. À Hong Kong, c'est quand même d'inspiration britannique et la quarantaine, c'est classique et que s'il y a des choses qui sont douteuses, on va les mettre à l'écart. Mais là, vous avez les meilleurs médecins qui sont là-bas et ils sont au point. Est-ce qu'on est aussi prêt à Shanghai, à Pékin, dans les grandes villes de Chine? Dans les grandes villes de Chine, oui. Enfin, je veux dire, Pékin, Shanghai, alors Wuhan, je suis pas... Il y a des mesures maintenant qui sont prises, si vous voulez. Je pense qu'ils vont peut-être rattraper... On rattrape peut-être pas ce qui est le temps perdu, mais je pense que c'est un peu tard. Je pense que dans d'autres villes, les mesures sont en train de se faire. Mais que depuis 3 semaines, les choses... sont quand même partis, enfin, je veux dire, dans tous les sens. Donc là, c'est un grand point d'interrogation quand même. Bruno, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler d'un vaccin contre ce virus? Oui.
Oui, alors il y a une recherche sur des vaccins anti-coronavirus qui est en cours depuis SRAS. Il n'a pas été mis au point ce vaccin puisque l'épidémie s'est arrêtée. Par contre, il y a l'épidémie de... Il faudrait qu'on rappelle comment s'est-elle arrêtée cette épidémie, alors que justement il n'y avait pas de vaccin à l'époque contre le SRAS. Oui, alors on a bénéficié de beaucoup de facteurs favorisants. D'abord, on a eu la chance, entre guillemets, que la contagiosité n'apparaisse qu'à partir où à partir du moment où la maladie se déclare, où il y a des symptômes. Donc on n'est pas contagieux avant d'avoir des symptômes, ce qui fait que c'est plus facile de repérer les circonstances où la contagiosité existe. Et puis il a été possible de mettre en place des mesures justement d'isolement des cas malades et qui a permis d'éviter la propagation. Mais pas de vaccin à l'époque. Pas de vaccin à l'époque, non. Alors que peut-être un vaccin pour ce virus-là. Alors, depuis, il y a eu un autre coronavirus qui est apparu, qui est le MERS-CoV, qui circule toujours. Et comme il circule toujours, il y a une recherche Et vaccinale. d'où vient-il celui-là ? D'Arabie Saoudite, avec un réservoir animal qui est le chameau. Et la contamination se fait toujours là-bas, mais il y a des importations chez des voyageurs, par des voyageurs, dans tous les pays du monde. On a eu plusieurs suspicions en France, un seul cas, je crois, avéré pour la France. Mais comme ça fait depuis 2012 qu'il y a toujours des cas qui continuent de survenir, il y a une recherche vaccinale qui a commencé et qui va peut-être servir, cette recherche vaccinale, à la mise au point d'un vaccin contre ce nouveau virus. Donc ça serait rapide. Mais il ne faut pas rêver non plus. Le développement clinique d'un vaccin, c'est pas en quelques jours, c'est des mois, voire des années habituellement. Donc il est assez vraisemblable que quand le vaccin sera au point et utilisable chez l'homme, l'épidémie sera terminée. Ah oui, alors c'est tout le problème justement, Henri Julien, parce qu'on se souvient justement de cet épisode de vaccin contre la grippe. C'était la simple grippe en France, mais le gouvernement à l'époque avait commandé je ne sais plus combien de vaccins. Ça lui avait coûté très cher et au final, ils n'ont pas servi ces vaccins. Donc c'est le problème de à quel moment, d'abord le vaccin doit-il être prêt et à quel moment on l'utilise. Tout à fait. Alors, il y a le vaccin et la préparation générale à la pandémie possible. Or là, en France, vous avez raison de le dire, on a une petite expérience. On a une petite expérience qui, en plus, a été relancée avec Ebola. C'est-à-dire que, alors, Ebola n'est pas une transmission aérienne, comme ces maladies qui ressemblent un peu à la grippe, quand même. Mais quand même, avec Ebola, les plans ont été revus. Le ministère de la Santé a beaucoup travaillé sur des modes de réaction, sur des services référents capables d'accueillir des malades contagieux et sur des méthodes pour les transporter, les isoler. Vraiment, c'est... Et pour répondre un peu à votre question, comment le SRAS s'est arrêté, moi, par des moyens extrêmement simples d'hygiène, j'allais dire presque banal. Effectivement, que les soignants se protègent, qu'on isole les personnes contagieuses, qu'on se lave les mains. C'était vraiment des moyens extrêmement banaux qui ont permis d'arrêter. Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de... un regain de propagation de virus dans le monde depuis quelques années. Là, on parle donc de ce coronavirus. Il y avait également le virus Zika, bien sûr Ebola, SRAS. Est-ce qu'effectivement, le monde aujourd'hui est plus propice au virus ? Alors, il est évident que là, au XXIe siècle, on est déjà à la 5e, 6e alerte en très, très peu de temps. Il y a l'intervalle entre chaque crise internationale semble se réduire. On est de plus en plus nombreux sur la planète. En Chine, il y a une densité de population qui est extraordinaire. La circulation entre l'homme et l'animal, le réservoir animal est très proche de l'homme en Asie du Sud-Est. C'est moins vrai en Europe. Donc, on a quand même tous les facteurs, tous les ingrédients des épidémies. Et puis, la mondialisation, le transport, c'est le transport qui explique 3/4 des choses, font qu'un événement de santé dans un pays X peut retentir très rapidement à l'échelon international, ce d'autant qu'il est à transmission aérienne comme ce virus. Donc, le réchauffement climatique également aurait un impact sur des bien virus. sûr, notamment pour les maladies vectorielles, pour le Mmh. Zika, pour toutes ces maladies vectorielles. Oui, il y a vraiment un lien très fort entre le réservoir animal, la dynamique des maladies infectieuses, l'environnement. Bon, c'est un sujet extrêmement d'actualité, mais pour les médecins, c'est une préoccupation quotidienne parce que là, on est au cœur d'une épidémie et c'est certainement pas la dernière. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper, se préparer en restant confiant
dans notre système de riposte et sans paniquer la population, qui est un point important quand même. Alors justement, confiance, hein, ça reste quand même le terme. Vous vouliez dire un mot là-dessus, Dorian? Non, ce que je disais, c'est que si je ne m'abuse, l'urgence sanitaire internationale de l'OMS ne date que de 2007. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que c'est extrêmement nouveau, cette dynamique-là, Bien ce sûr. critère, et qu'effectivement, ça faisait suite au SRAS et à la grippe aviaire, au H5N1 en Chine aussi, Bien d'ailleurs. sûr, oui. Non, on attend toujours, hein, d'ailleurs, cette Oui, oui. décision de Mais l'OMS. c'est récent et on voit bien que ça illustre la multiplication des épidémies et que voilà, il y a d'autres mesures à prendre. C'est des bureaux de l'OMS qui n'existaient pas avant Voilà. avant ces crises et qui ont été créés et qui sont indispensables à la coordination mondiale des épidémies. Et c'est important, Bruno, justement, que l'OMS soit en alerte, qu'il y ait une réunion aujourd'hui. Oui. Quel est son rôle exact? L'OMS a un rôle de coordination important avec tous les pays, non seulement sur la surveillance, sur les mesures de riposte, mais aussi sur la coordination des efforts de recherche. Donc ça, c'est important. Et puis si cette décision d'urgence de santé publique de portée internationale est prise, ce qui, comme l'a dit Christophe, est attendu et probable, ça donne une responsabilité, une obligation à tous les pays de mettre en place les mesures de protection, de limitation d'extension de la maladie. Donc ça demande également, j'imagine, un budget. Oui, absolument, ça coûte. Donc, oui. Oui, c'est ça. Donc ça coûte. Le Mais c'est très budget, important. Oui, très en général, donc dans l'alerte, l'OMS fait une évaluation budgétaire et ensuite c'est chacun des États qui doivent décider Oui, de mettre la main à la poche ou oui, pas. absolument. Oui. C'est très important pour les pays à revenus limités. Hein. France 24, vous Justement. êtes diffusé dans le monde entier. Là, on discute entre experts européens qui avons la chance d'avoir des hôpitaux de référence. Pensons à l'Afrique. Voyez comment Ebola, maintenant par les exemple, Chinois était un virus commercent en Afrique. Il y a beaucoup d'ingénieurs chinois, d'expatriés chinois en Afrique. Qu'en est-il la grippe, ça ressemble aussi au paludisme dans des premiers signes cliniques. Comment les collègues qui n'ont pas, à l'heure où on parle, les tests de diagnostic, vont pouvoir riposter sur ce type d'épidémie? Il y a un vrai sujet. Et le rôle de l'OMS, c'est de ne pas oublier les pays à revenus limités et de bien distribuer Ce les qu'elle fait moyens. d'ailleurs, puisque donc pour le diagnostic, je disais tout à l'heure qu'il était crucial de réussir à faire un diagnostic, à la fois pour affirmer quand c'est un cas et infirmer quand ce n'en est pas un. L'OMS a demandé à un certain nombre de centres de diagnostic virologique d'être collaborateurs de l'OMS pour pouvoir donner accès aux tests aux pays qui n'ont pas la technologie pour le faire. Et par exemple, à l'Institut Pasteur, le Centre national de référence des virus respiratoires a accepté d'être collaborateur de l'OMS pour pouvoir rendre ce service aux pays qui ne peuvent pas faire ces tests sur leur territoire. Pour l'instant, ils n'y sont pas. On ne trouve pas ce virus en Afrique, par exemple, pour l'instant. Pas connu pour l'instant. Mais c'est une possibilité qu'il soit mondial. Ah oui, il n'y a pas de raison. Vraisemblablement, Oui, bien entendu. Oui. Mais ils n'ont surtout pas les outils à l'heure où on parle. Donc ils les auront avec le réseau de l'Institut Pasteur très, très prochainement, mais ils l'ont peut-être pas. Et peut-être qu'un ingénieur chinois un peu grippé a consulté à Dakar avec un diagnostic de rhume et qu'on lui a donné du paracétamol. Mais comme ce n'est pas une forme grave... Il y a beaucoup de liens entre il est la pas- Chine et il est- l'Afrique, justement. C'est pour ça que je posais la De question. plus en mais- plus, oui. De plus en plus. Et en transit par Paris. Et en transit par Paris. Parce que tous les Chinois qui vont en Afrique, et notamment au Maghreb, font du Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong, Paris, pour aller à Casa et autres. Et c'est là où je ne suis pas certain qu'à Paris, on prenne la mesure du contrôle dans toutes ces sorties d'avion, pas que de Wuhan. Wuhan, il y a 3-4 vols par semaine. Mais c'est là où je me dis, là, ça diffuse. Et il y a pas les Chinois n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc, par exemple, pour aller en vacances. Donc, si vous voulez, ça circule très facilement. Et donc, c'est là où on peut avoir quelques inquiétudes. Le transit, c'est aussi un moment où ils sont sur le territoire. Ce soir, on parle beaucoup d'inquiétude. À quel moment, finalement, la mesure d'Orion Malovic devient politique? C'est-à-dire, effectivement, l'État chinois va afficher sa présence ou pas, d'autres États, parce que lorsqu'on a un pays sans État, évidemment, c'est tout plus compliqué. Donc, ça devient quelque chose de politique. Mais alors, exactement, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a la réunion de l'OMS en ce moment. Comme vous l'avez dit, c'est une décision éminemment politique. Vous me parliez tout à l'heure de Taïwan. Taïwan, pays démocratique, ultra-moderne, sophistiqué, 23 millions d'habitants, juste à côté de la Chine, avec des liens d'avions, etc. Eh bien, la Chine exclut Taïwan de l'OMS. Depuis des années, enfin, non seulement exclu, ils l'ont jamais accepté pour des raisons politiques, parce que il n'y a qu'une seule Chine, c'est Pékin, et Taïwan est une province, donc ils n'ont pas. Et la présidente taïwanaise est montée au créneau aujourd'hui, oui, justement. Absolument. Et je rappelle que le Premier ministre Chen est un virologue qui, pendant le SRAS,
a géré le SRAS à Taïwan en 2003. Donc, vous avez des compétences extraordinaires qui ne sont pas acceptées au sein de l'OMS pour des raisons politiques à cause de la Chine qui n'en veut pas. Donc, a priori, ils vont tirer les leçons du SRAS et être plus transparents, les les Taïwanais Chinois. sont parfaitement au point. Mais les Taïwanais, oui. Les Taïwanais disent pourquoi on nous exclut de la boucle alors que nous sommes concernés et nous pouvons collaborer et participer. Et Taïwan aide énormément certains pays d'Afrique dans le domaine médical, par exemple. Bruno Heun, qu'est-ce qu'un État ne doit pas faire pour justement éviter la propagation du virus? Quel est le mauvais exemple? Je ne sais pas s'il faut présenter les choses de façon négative. Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Par exemple, le gouvernement français, lorsqu'il a investi dans ses vaccins, est-ce que c'était une mauvaise décision à l'époque contre la grippe? Ah non, sûrement pas. Non. Alors là, pour le coup, 380 millions d'euros, ça avait coûté. Certes, mais si l'épidémie avait été d'une ampleur plus importante et qu'il n'y avait pas eu la quantité de vaccins disponibles, c'est facile d'imaginer ce qu'aurait été la réaction de la population française. Hein. La grippe. Donc ce principe de précaution absolue, il faut en tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, non? Là, dans le cas particulier, les mesures qui doivent être mises en place sont des mesures qui visent à essayer d'empêcher, qui visent à contenir l'épidémie. Et c'est possible, l'exemple du SRAS l'a montré, dans la mesure où l'exportation du virus par le voyage va être relativement limitée en nombre. Si on identifie tous les cas, on doit être en mesure d'empêcher la survenue d'une épidémie sur notre territoire et sur tous les autres territoires nationaux qui adopteront le même type de mesures. Christophe Raff, c'est l'inquiétude tout de même qui domine aujourd'hui? C'est forcément l'inquiétude qui domine dans les différentes communautés d'expatriés, chez les voyageurs et dans le monde médical. Mais on a une stratégie de riposte qui est bien en place et je crois qu'il faut effectivement en France, mais en France et dans pas mal de pays du monde, il faut essayer d'être pédagogique en rassurant et en expliquant les mesures simples telles qu'on vient de le faire, et notamment le fait de sensibiliser les voyageurs sur le fait de se laisser dépister, d'appeler le 15 et de se laisser embarquer dans cette procédure. Ça veut dire qu'il faut coopérer. Voilà, et ça c'est très important parce qu'il y a aussi les contacts, on n'a pas le temps de parler des contacts, mais autour d'un cas index, autour d'un malade, dans ce type de pathologie à transmission respiratoire, vous allez devoir surveiller les contacts. Ça, c'est un travail difficile parce que si Qu'est-ce que vous voulez dire par surveiller les contacts? Surveiller les contacts, c'est-à-dire que si vous avez un cas dans un avion qui se pose à Roissy, le cas va être hospitalisé et les contacts qui sont dans l'avion vont être surveillés pendant 15 jours. On va leur surveiller la fièvre. C'est l'Agence régionale de santé qui a cette mission de surveillance épidémiologique pour détecter très rapidement un éventuel cas secondaire. Et ça, c'est une mesure majeure pour éviter une dissémination sur le territoire. Donc les passagers de l'avion sont mis au courant. Oui, voilà. On leur demande un examen. Voilà, on les suit. Voilà, ils sont tracés, on appelle ça en anglais du tracing, et c'est très important. Inquiétude, Henri Julien, ce soir, pour terminer? Inquiétude, oui, je crois qu'il faut l'avoir. Aujourd'hui, il y a un virus, mais on ne sait pas. Manifestement, il est à transmission interhumaine. On ne sait pas très bien quel est son taux d'attaque. Est-ce que vraiment, de le croiser, on est sûr de faire la maladie? Il semble que cette maladie soit grave, puisqu'il y a quand même un pourcentage de morts relativement important. Ça aurait dû être le cas pour la pandémie grippale pour laquelle la France s'était préparée. Il y a eu un overshoot, ça, il faut bien reconnaître. Mais c'est parce qu'on a eu comme référence la pandémie précédente qui tuait une personne sur deux. Et donc, on est bien obligé de prendre des précautions. Aujourd'hui, je crois que les virologues nous diront si c'est une maladie qui est à transmission extrêmement facile, avec un taux d'attaque élevé, avec une gravité... Bon, et sans vaccin pour l'instant, en tout cas, on est obligé de prendre des mesures de traitement banaux, en attendre finalement que les gens guérissent spontanément. Eh bien, je crois que oui, il faut avoir une inquiétude raisonnée. Inquiétude raisonnée. Merci à tous les quatre.